crois qu'on a toujours à gagner à écouter les générations qui nous précèdent. Comprendre comment faisaient nos aînés au moment de leur début dans leur maternité m'a toujours fascinée. Aliette Trochery, 63 ans, mère de 5 enfants, oui vous avez bien entendu, 5 enfants, aujourd'hui tous adultes, et chef d'entreprise, vient de nous raconter son parcours atypique depuis la fin des années 80. Dans cet épisode, Aliette nous raconte à quoi cela ressemblait d'être mère de 5 enfants à l'époque, et surtout, il faut savoir que dans les années 90, avoir autant d'enfants et continuer de travailler n'était pas si commun. Mais Aliette a de l'énergie à revendre, vous allez le voir. Elle fait des pauses dans sa carrière et se lance finalement dans l'aventure de l'entrepreneuriat à plus de 40 ans. La vie un peu extraordinaire d'Aliette est fascinante. Et puis, en 2018, Aliette accepte l'invitation de son fils aîné et le rejoint pour lancer Même pas Cap, un organisme de bilan de compétences que vous connaissez bien si vous écoutez les podcasts de la matrescence régulièrement. Ensemble, avec une autre de ses filles, elle continue sur sa lancée d'entrepreneuse et vient boucler la boucle. Aliette est solaire et cet épisode reflète totalement son tempérament. Que vous ayez beaucoup d'enfants ou non, que vous vouliez vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ou non, cet épisode est fait pour vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Aliette. Bonjour. Mais je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler de ta famille, mais aussi de Même pas Cap et de la construction de cette entreprise et le fait d'être mère de beaucoup trop d'enfants. Je ne sais pas comment t'as fait. Et au final, je réfléchissais la dernière fois que j'ai interviewé quelqu'un de ta génération, c'est ma maman. D'accord. Et j'ai pas refait d'interview avec une personne qui a l'expérience d'être mère et d'avoir des petits-enfants aujourd'hui, qui a du recul du coup, donc ça m'intéresse vraiment. Merci d'être venue jusqu'à nous. Je suis ravie d'être là et de faire ta connaissance également. Alors, déjà ma première question, c'était comment pour toi quand tu es devenue mère la première fois? C'était en quelle année déjà? Alors la première fois c'était en 1986. Et j'avais tout juste 24 ans, donc... Il y a 38 ans. Voilà, exactement. Donc, c'était comment ? C'était une plénitude et un bonheur parce que c'était vraiment un choix et j'avais hâte de pouvoir vivre cette maternité, d'accueillir un enfant dans mon foyer. Donc, c'est que du bonheur, que des bons souvenirs et des grands moments. Donc à 24 ans, tu avais déjà l'envie de construire tout de suite ta famille et d'avoir un premier enfant? Je crois clairement que dans ma génération, en tout cas moi, dans mon éducation, c'était un peu notre mission de vie. Tu vois, ça faisait partie les femmes, leur place, c'était d'être à la maison, d'avoir des enfants, de bien s'en occuper, de s'occuper de leur mari, etc. Donc moi, j'ai grandi à la fois dans une famille assez anticonformiste et en même temps où cette place-là pour les femmes, elle était écrite d'avance pour nous. Donc, et puis moi, j'avais vraiment fait le choix et depuis très longtemps, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré mon mari, de vouloir avoir 5 enfants. Donc, le premier était, c'était un bonheur de pouvoir l'accueillir et de m'assurer que je puisse avoir des enfants. Déjà, c'était hyper précieux, hyper important pour moi. Pourquoi 5 ? Je ne sais pas te dire pourquoi. Alors, 5, je crois, parce que nous, on était 4 et que du coup, ça ne permettait pas toujours d'arbitrer. Tu vois, quand il y avait des différends. Donc 5, je me disais, c'est un nombre impair, il y aura une majorité qui va se dégager d'un côté ou de l'autre. 3, hein. Ouais, ça aurait pu être 3. Mais c'était forcément une famille nombreuse. Donc il fallait que tu rencontres ton mari qui soit d'accord pour avoir 5 enfants, c'est ça? Et écoute, j'ai eu de la chance, lors d'une conversation avec une de mes amies à la fac, de lui dire, elle me posait la question, combien tu veux avoir d'enfants? Et je lui ai répondu, écoute, 5. Et elle me répondait que 2 serait largement assez pour elle. Et derrière, un jeune homme a répondu, tu veux 5 enfants, ça tombe bien, moi aussi. Et on s'est rencontrés comme ça. Wow. Donc voilà, c'était vraiment un projet de vie commun. À l'époque, tu fais des études, tu travailles. Comment allait ta vie? Alors, je fais des études, effectivement, et je commence à travailler comme prof d'histoire géo
Donc de façon à travailler à temps partiel, à bénéficier des vacances. Et mon idée, c'était d'avoir des enfants et de pouvoir concilier facilement, grâce à ce métier, un rythme de vie et une organisation qui puisse me permettre d'être présente et de réussir de part et d'autre. Donc tu avais déjà cette notion-là dans la tête. C'était pour moi. Il fallait que ta carrière et ta vie familiale soient équilibrées. Ouais, c'était une priorité. Ça a vraiment été. J'ai eu la chance de grandir avec une maman qui a toujours travaillé, ce qui à ma génération n'était pas très fréquent, mais qui a du coup beaucoup travaillé et pas été très présente. Et donc je voulais vraiment dès le départ assurer cette possibilité d'être présente d'un côté et de l'autre. Et je voulais pas renoncer à aucun des domaines. Nous, notre génération, on a plutôt la sensation de se dire que c'est impossible de trouver cet équilibre dont on parle, que c'est très difficile d'être une bonne mère présente, mais aussi d'avoir une carrière florissante et où on grimpe les étages. Tu te posais pas cette question dans cet état d'esprit-là à l'époque? Ah si, complètement. Je savais que la société et que le monde du travail n'allait pas me faciliter la tâche et que globalement, en tout cas dans ma représentation, vouloir travailler à temps partiel, c'était forcément être caissière. Parce que c'était quasiment les seuls boulots qui offraient la possibilité de gérer son temps et de s'organiser. Et ça, je savais que j'allais tout faire pour l'éviter. Enfin, j'avais d'autres ambitions, envie de faire des études, envie d'exercer d'autres métiers et d'avoir une activité plus intellectuelle peut-être, ou plus... Voilà, sans dénigrer forcément ce job-là, mais j'avais d'autres projets. Mais je voulais quand même trouver cet équilibre-là. Donc, prof, ça a été la première bonne réponse pour moi. En combien de temps tu fais 5 enfants? En un peu moins de 10 ans. J'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps pendant ces périodes-là en congé mat et enceinte. Mais bon, j'avais la chance que ce soit des grossesses qui étaient souvent faciles et puis de bien le vivre, de pouvoir encore une fois... alors même s'il faut beaucoup d'énergie pour enseigner et animer une classe et lui donner vie, malgré tout, c'était quand même un emploi du temps qui me permettait d'avoir des pauses régulières et puis de pas forcément travailler toute la semaine non plus, je travaillais pas 35 heures, quoi. Donc, tu as tout à fait continué de travailler pendant les 10 années où tu as eu des enfants en bas âge, parce que bon, tu fais en 10 ans, mais il reste toujours des tout petits, quoi. Tu as tout le temps des petits avec toi. Tout à fait. Qui tu mets très vite à la crèche et en garde, ou est-ce que tu prends plus de temps? Alors, j'ai pris 2 fois une année entière, parce qu'on a déménagé pendant ces périodes-là, et je trouvais ça important de prendre du temps pour poser, trouver un équilibre, retrouver, justement, une organisation, éventuellement des solutions de garde, et que les enfants trouvent leur repère aussi dans le nouvel environnement que l'on était en train de rejoindre. Mais sinon, oui, j'ai continuellement travaillé, alors plus ou moins 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine, ça dépendait des périodes, quoi. Mais, et les derniers congés maternité m'ont permis de commencer à réfléchir à l'hypothèse de créer ma propre activité. Parce que je sentais bien, d'abord, je commençais à rencontrer des difficultés pour faire garder. À partir de 4 enfants, ça commençait à devenir compliqué, quoi. Déjà 4. Exactement. Les babysitters, elles te disent, comment te dire? Si on est 3, ok. Ouais, exactement. Jusqu'à 3, c'est un tarif, mais après, quand on a 4 ou 5, ça commence à être difficile. Et puis eux, ils commençaient aussi à avoir compris qu'ils pouvaient prendre l'ascendant sur les babysitters éventuellement. Donc ça commençait aussi à être plus compliqué quelquefois de les faire garder, tout simplement. T'as de l'aide à ce moment-là, donc t'as les babysitters, mais est-ce que vous avez de la famille? Est-ce que ton mari travaille à temps partiel? J'en sais rien. Comment ça s'organise? Alors non, le choix que j'ai fait moi, ça a toujours été en tout cas toutes les premières années, d'avoir quelqu'un à la maison. Donc soit une jeune fille au pair qui était française en l'occurrence, qui faisait des études mais qui logeait à la maison pendant plusieurs années. On a eu la chance d'avoir Sonia à nos côtés. Et puis oui, j'ai plutôt compté sur la présence chez moi de quelqu'un qui venait, parce que ça m'évitait d'avoir à courir et à conduire les uns et les autres à l'extérieur et à préparer tout le monde tôt le matin, quoi.
Donc, tu avais un château de 10 chambres, à peu près. Pas vraiment. Non, ça a commencé... Non, même à Paris, quelqu'un venait, tu vois, le matin pour garder les enfants chez moi. Et puis après, oui, on a eu une maison suffisamment grande pour pouvoir proposer à la jeune fille qui gardait les enfants en journée de venir habiter, loger avec nous. Est-ce qu'il y a eu des fois, dans cette période de toute petite enfance, où tu t'es dit, mais pourquoi j'en ai fait 5 ? Ou c'était too much, tu vois, où il y avait vraiment une charge énorme? Alors, à aucun moment, je me suis dit que c'était too much, c'était vraiment un choix. Je me suis dit que j'allais l'assumer, clairement. Par contre, j'ai quand même connu une période après la naissance du 5e où je me suis un peu effondrée, il faut l'avouer. Parce que la fatigue, d'abord, parce que le rythme, c'est quand même, tout le monde le sait, c'est quand même sport d'avoir des enfants en bas âge. Donc, physiquement, il faut tenir la route avec des nuits qui sont pas toujours très longues. Donc, oui, après la naissance du 5e, j'ai eu un passage vraiment qui m'a beaucoup appris, mais où j'ai vraiment passé quelques mois déprimée. Et est-ce qu'à cette époque-là, on entend parler de la santé mentale des mères, des femmes, de ce que ça veut dire la maternité, l'impact que ça peut avoir sur nos hormones, la restructuration du cerveau? Non, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de neurosciences, mais... Clairement, ça fait même tu vois, l'idée seulement de penser à un burn-out parental, on n'en parlait même pas, ça n'existait pas. Les femmes devaient faire le choix de rester chez elles si ça n'allait pas. Mais tu vois, il fallait arrêter de travailler. Mais la solution, elle n'était pas ailleurs. Donc, il n'y avait pas tellement d'options pour être forcément entourée, quoi. Et entre femmes, entre mères, vous en parliez un peu plus, par contre ? Oui, davantage, mais encore une fois, je trouve qu'il y avait encore une pression ou en tout cas une organisation de la société qui faisait que c'était normal, quoi. Les femmes avaient ce job-là, ce rôle-là. Et bon. Je trouve que de ce point de vue-là, il y a eu quand même beaucoup d'évolution et de prise en considération aussi, du partage plus équitable dans le couple des tâches aussi, parce que malgré toute la bonne volonté de mon mari, il était aussi d'une génération où en tout cas la partie tâches matérielles et charge mentale était souvent pour moi toute seule. J'imagine déjà que nous, notre génération, on se dit vous poussez un peu les gars, alors qu'on a la sensation qu'on a atteint une certaine égalité. Est-ce qu'on te regardait avec des yeux un peu... T'étais un ovni d'avoir 5 enfants et une carrière à côté? Oui, alors ça j'ai toujours été vue, oui, effectivement. Ce regard était clairement... Alors, pas tant peut-être pendant que j'étais prof, parce que tout le monde pensait qu'effectivement c'était facile de s'organiser. Il y avait quand même quelques difficultés, parce que pour corriger des copies, où tout le temps libre n'était pas forcément disponible. Donc, mais c'était plus compris. Après, quand je suis devenue chef d'entreprise, c'était différent. Là, effectivement, les gens se sont dit... comment elle a fait ce choix-là et pourquoi et comment c'est possible de tout mener de front, quoi. Je pense à cet exemple de Mercedes Ezra qui a fondé l'agence BTC de marketing et qui elle a 6 enfants et qui a toujours dit moi j'ai pu avoir cette carrière parce que mon mari a arrêté de travailler parce que je n'étais pas seule et que on m'a déchargée des épaules l'éducation des enfants, même si elle dit j'avais quand même une énorme charge mentale parce que je suis toujours une femme donc, même si c'est mon mari qui a arrêté de travailler, je faisais beaucoup. Vous avez tous les deux continué votre parcours professionnel, donc à quoi tu penses que ça tient, le fait que tu aies réussi à trouver la force de tout gérer? Tu nous parleras après de ton parcours d'entrepreneur, parce que ça m'intéresse, mais même dans les premières années de vie de tes 5 enfants et de ta carrière, à quoi tu penses que c'est dû? Écoute, je pense que c'était vraiment tellement ancré, tellement une priorité. Enfin, je crois que c'est un sujet sur lequel j'ai jamais douté, en fait. Donc, c'était un choix d'avoir voulu avoir 5 enfants. Et effectivement, j'ai toujours plutôt cherché à construire autour de cette priorité-là. Et tout ensuite va être décliné à partir de cette priorité de vie, c'est-à-dire du temps que je pouvais consacrer, d'avoir mes mercredis, de ne pas terminer trop tard le soir, d'avoir des vacances scolaires disponibles, etc. Donc je pense que ça a quand même facilité ma vie, mais je pense que j'avais suffisamment
libre arbitre et d'indépendance d'esprit et de libre pensée pour pouvoir me dire, voilà, c'est mon chemin, c'est mon choix, les autres en penseront ce qu'ils voudront. Oui, tu t'es conditionné finalement, c'était comme ça, c'était pas autrement. C'est exactement ça. Et comme ce que tu dis, c'était un choix, tu l'as pas subi, tu l'as vécu d'une manière différente. Notre génération, on est beaucoup, et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, à se prendre un peu un mur au premier enfant, à se dire, waouh, en fait... c'est hard, c'est difficile, ça remet en question plein de choses. Et notamment, il y a beaucoup de femmes qui vont faire un bilan de compétences à ce moment-là. Je sais plus ce que c'est ma priorité. Est-ce que toi, tu as eu la sensation en devenant mère que ton monde changeait ou que c'était une continuité ? Alors écoute, j'ai l'impression, en tout cas pour le premier enfant, et puis je dirais le deuxième, troisième, j'ai eu l'impression que c'était une continuité parce que tout avait été pensé, construit. Puis je te dis, c'était vraiment un projet commun avec mon mari. Donc tous les deux, on avait construit toute notre vie autour de ce projet d'avoir 5 enfants. Là où j'ai vraiment pris conscience de la charge et à la fois mentale, physique et puis de l'incidence dans ma vie professionnelle, c'est après le 5e. C'est pour ça que je pense que j'ai aussi connu une période de down. C'est que là, je me suis dit, ok, comment tu vas faire, ma fille, pour continuer à avoir une carrière professionnelle ? Je me souviendrai toute ma vie d'une amie, quand j'ai voulu faire mon CV après la naissance du 5e enfant, elle m'a dit, surtout écris pas sur ton CV que tu as 5 enfants. On va jamais te prendre. Et j'ai encore des frissons à l'idée de les avoir reniés parce que je me dis aujourd'hui que quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre que je veux bosser, que je suis capable que j'ai des compétences tout en gérant une famille de 5 enfants parce que c'était mon choix, je pourrais jamais m'entendre avec lui. Donc autant que je le rencontre surtout pas. Et puis sincèrement, avoir 5 enfants, ça demande énormément de compétences. Voilà. Je trouve comme tu vois, de compétences que tu peux mettre sur le CV, c'est un truc de malade quand même. Clairement. Tu sais gérer 5 enfants. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'organisation et soft skills, on est d'accord. Carrément. Mais à l'époque, c'était mal vu de vouloir avoir une carrière et d'avoir 5 enfants. C'est exactement ça. C'est qu'on t'aurait normalement étiqueté, tu restes à la maison en fait. C'est bon, t'as choisi ça, viens pas nous taper à la porte pour prendre du travail. Il n'y a pas ta place. Donc c'était et du coup il fallait a priori accepter l'idée que on devait renoncer de soi-même à chercher à se faire une place intéressante, équilibrée, heureuse dans une entreprise en fait. Parce qu'à l'arrivée de ton 5e enfant, tu ne veux plus être prof d'histoire géo. Alors entre-temps, oui, j'ai déjà arrêté parce qu'on a déménagé plusieurs fois. Et effectivement, la petite histoire est que mon mari était également dans l'univers de l'enseignement et que je me suis dit que pour les 5 enfants, avoir 2 parents profs, ça allait être franchement compliqué. Donc je me suis dit, il faut qu'un de nous deux aille naviguer ailleurs. Et j'ai fait le choix donc de m'éloigner je pensais que ça participerait de leur équilibre. Donc lui faisant carrière dans la direction d'école, etc., je me suis dit, bon, moi je peux aller faire d'autres choses dans d'autres environnements. Et ça a été une chance de pouvoir justement aller d'abord dans un cabinet de recrutement, puis dans l'accompagnement professionnel. Est-ce que dans les années début 90, donc quand tu es en plein dans le dur de la toute petite enfance, on parle d'entrepreneuriat au féminin ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, et même je pense que il y avait vraiment en tout cas moi je l'ai vraiment ressenti, des a priori alors à l'intérieur même de ma famille, de mon foyer, puisque pour mon mari il valait mieux que je crée une association, c'était plus acceptable que d'avoir une femme qui allait devenir chef d'entreprise. C'était pour lui quand même une menace potentielle, je pense. Il est malheureusement plus là pour en témoigner, mais je crois qu'il le vivait comme ça. En tout cas, moi, je le ressentais comme ça. Et puis, dans ma propre famille aussi, j'avais 3 frères chefs d'entreprise, mais pour mes parents, que leur fille soit chef d'entreprise, c'était inacceptable. Ils ont mis 10 ans à s'y faire. Alors que pour mes frères, c'était tout naturel. Donc, on a eu je pense la même éducation, la même envie d'entreprendre tous. Mais pour moi, c'était effectivement pas attendu en tout cas.
Et alors, je te parle d'entrepreneuriat au féminin en étant mère. J'imagine que c'est encore un autre niveau de... C'est inenvisageable d'associer les deux. Clairement. Et je te dis à tel point que moi, ma première expérience, ça a été de créer une association. Parce que moi-même, j'avais du mal à me sentir légitime dans le fait, alors je savais, j'avais compris que j'avais la personnalité, l'énergie, voilà, certaines compétences, voilà, qui me conduiraient à entreprendre un jour, mais être vraiment chef d'entreprise, je le visualisais pas encore, quoi. Tu t'es dit à un moment, après ton 5e enfant, peut-être qu'il faut que je fasse une pause aussi, parce que c'est fatigant, ton corps il a quand même donné. Je voudrais quand même souligner que tu as eu 5 grossesses, ça veut dire 5 accouchements, 5 postpartum. Je pense que tu avais donné ce que tu avais à donner, de prendre soin de toi. Est-ce que cette notion-là, elle existait ? Ouais, je pense que ça a participé de ce moment dont je te parle, qui a été un moment un peu down, parce qu'après la naissance du 5e, je pense que mon corps effectivement était aussi fatigué, que j'ai rien trouvé de mieux que de choisir ce moment-là aussi pour me dire, ok, si je veux voir mes enfants grandir, il faut que j'arrête de fumer. Donc je fumais beaucoup et j'ai arrêté du jour au lendemain en me disant, voilà, c'est le moment. Donc tout combiné, oui, il y a eu cette prise de conscience que le corps avait aussi besoin d'être soigné, cajolé et pris en considération, quoi. Tout à l'heure, je te parlais de est-ce qu'on te regardait comme un ovni, parce que aujourd'hui, on a des statistiques de l'INSEE qui disent que après 3 enfants, 70% des femmes, donc mères, soit arrêtent de travailler, soit sont à temps partiel jusqu'aux 3 ans du dernier enfant, jusqu'à l'entrée à l'école. Donc, avec 5 enfants, j'imagine même pas le pourcentage de femmes qui travaillent à temps plein. T'as jamais réalisé que ce que tu faisais, ça demandait énormément d'énergie et que c'était pas le chemin le plus simple que tu avais choisi, en tout cas dans les premières années de vie de ton dernier, du coup? Alors si, j'ai eu même des amis qui me l'ont rappelé, parce que moi je crois, alors j'ai la chance d'avoir naturellement beaucoup d'énergie et un certain dynamisme, mais effectivement, même pendant la grossesse du 5e, j'ai une de mes amies proches qui m'a dit, Aliette, est-ce que tu t'es rendu compte là que tu étais enceinte et que tu allais accoucher bientôt, et qu'il est grand temps que tu prennes soin de t'occuper de ce petit 5e qui arrive, parce que prise dans le flux de la vie quotidienne, de s'occuper des 4 autres, oui, je pense que j'ai pu passer éventuellement à côté de la prise en conscience de chaque moment de cette grossesse-là, et j'ai pris une année entière effectivement après cet accouchement-là pour encore une fois prendre le temps je pense, de me remettre de mes émotions. Est-ce que tu as eu la sensation que les 10 premières années de ta parentalité sont passées comme ça et que tu n'as pas eu cette conscience de je suis mère, je regarde mes enfants, parce que quand on est pris dans le quotidien avec des enfants, on dit les jours sont très longs, les années sont très rapides. Tu vois, cette sensation que waouh, c'est passé, est-ce que tu as eu la sensation de le subir ou de bien en profiter ? Moi, j'ai l'impression d'avoir bien profité, parce qu'en fait, encore une fois, c'était un choix, donc j'avais l'impression vraiment de peut-être pas de profiter de chaque instant, parce que il y a des choses qui passent tellement vite. C'est maintenant que je me rends compte que c'est passé vite, tu vois. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir savouré. Alors peut-être que le fait d'avoir 5 enfants, ce que je mesure aujourd'hui, c'est que j'avais pas forcément le temps matériel de porter attention à chacun autant que j'aurais peut-être aimé. Tu vois, il y avait après, c'était aussi une autre façon de grandir. Il y avait aussi quelque chose qui se jouait entre eux dans la fratrie. Et aujourd'hui, je le mesure, ils sont assez proches tous les 5, et je pense que ça a aussi participé de leur éducation et de la façon et de l'équilibre qui s'est construit. Mais non, j'ai l'impression quand même c'est plus tard que j'ai réalisé effectivement que c'était passé vite. Ton mari joue quel rôle dans l'éducation? Parce que tu l'as bien expliqué, on est dans les fin années 80, début 90. On n'a pas vraiment encore parlé de l'égalité dans le foyer, on le parle à l'extérieur. Tout repose sur tes épaules, ou tu as un mari qui est très présent et qui peut te soulager dans le quotidien?
Alors, il est très présent auprès des enfants pour jouer, pour animer, pour les vacances, voilà. Très présent aussi sur les règles et la culture et l'éducation qu'il souhaite leur transmettre et leur donner. Par contre, effectivement, il est absent presque totalement des tâches matérielles, de l'organisation quotidienne, de la gestion du foyer, de son organisation, des déplacements pour les activités ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que tu te réfères à une jeune fille au père. Exactement. Donc je partageais effectivement avec une autre femme, enfin une jeune fille, souvent l'accompagnement effectivement des enfants. Puis il rentrait relativement tard tous les jours, donc il essayait quand même de faire en sorte de pouvoir voir les enfants chaque jour et d'être présent le matin un petit peu. Mais le temps qu'il leur consacrait était surtout sur les week-ends et les vacances. On est sur une représentation classique de la famille de cette époque-là, des rôles genrés où le père joue. Complètement. C'est toujours ce rôle-là, il vient exciter les enfants avant de dormir. C'est exactement. Alors, tout à fait ça. Là, pour le coup, il était vraiment bon. Et tu t'es quand même dit que, oui, 5 enfants, il n'y a pas de souci, même si... Tu vois, quelque chose qui, aujourd'hui, ma génération, je pense, freinerait beaucoup de femmes de dire « Ah non, si mon mec, il n'est pas impliqué, jamais de la vie, je me sacrifie pour faire 5 enfants seul, en fait, quelque part. » Parce que tu parles de la charge mentale, les tâches matérielles, mais la gestion du soin et des émotions des enfants, c'est ce qui prend beaucoup de temps. Gérer les crises, les conflits. Et quand on est seul parent référent de ça, ça peut épuiser quand même. Oui, complètement. Complètement, et en même temps, encore une fois, moi je crois que je l'ai fait. Alors peut-être que ça rejoint aussi le job que je fais aujourd'hui, mais j'ai toujours aimé accompagner, faire réussir, voir réussir, tu vois. Donc je pense que je l'ai fait, je l'ai toujours été coach, que ce soit avec mes frères, avec mes enfants, alors peut-être que ça les a saoulés d'ailleurs, mais j'aimais cet accompagnement et prendre en compte justement cette particularité de chacun, sa place et la façon dont chacun pouvait évoluer et grandir. Est-ce que tu as la sensation, je ne sais pas si ton aîné est un garçon ou une fille? Une fille, ouais. Une fille, en plus. D'avoir donné beaucoup de responsabilités aussi à la grande. Parce qu'il y a une étude qui est sortie cette semaine sur le fait que le syndrome de la grande sœur... Pas du grand frère. Les grands frères sont très tranquilles, mais les grandes sœurs sont le relais maternel et ont beaucoup de charges sur les épaules dès un très jeune âge. Je suis une grande sœur aussi, donc je sais. Pareil. Tu as la sensation que ta grande fille, tu l'as... Ouais, elle a eu plus de responsabilités que les autres. Ouais, clairement. Clairement, moi j'étais aussi aînée et grande sœur à mon tour, donc j'avais conscience de la charge que ça pouvait représenter. Et pourtant, je pense que malheureusement, même en ayant conscience immanquablement, il y a des choses que j'ai essayé de lui épargner, mais avec le recul, je me rends compte que... Et puis d'elle-même, elle a aussi beaucoup proposé. En fait, elle a eu cet instinct naturel, presque maternel, vis-à-vis surtout de ses plus petits frères. Et puis elle avait un âge où, au début, elle l'a fait en jouant un peu à la poupée. Et puis finalement, s'est installée effectivement une relation qui, je pense, lui a conféré plus de responsabilités que si elle avait été enfant unique. Ouais, ou si elle avait été à une autre place dans la fratrie, en tout cas. Mais c'est vrai que les gens se rendent pas compte. Bon, j'en ai que 3, j'en ai pas 5. Mais la dynamique... Parfois, je trouve que c'est moins épuisant de 3 enfants que 1 qui est toujours collé à toi. Qu'à 3, elles jouent ensemble. À 3, elles font leur monde, elles font leur vie et elles te laissent vachement Bon, à partir du moment où la dernière parle un peu et il y a des interactions, mais c'est vrai qu'il y a un chiffre qui fait peur, mais quelque part, ils créent, comme tu dis, leur fratrie, leur monde, qui est trop beau à voir d'ailleurs. Et qui soulage les parents. C'est pas faux. Alors là où vraiment les gens m'ont pris pour une ovni, c'est quand effectivement il se trouve que la vie a fait que j'ai été veuve assez jeune et du coup que j'ai éduqué et accompagné les enfants seuls. Et là les gens me disaient mais c'est pire d'avoir été seule avec 5 enfants, alors que moi je trouvais que c'était une chance. Parce qu'en fait je crois que si j'en avais eu qu'un, j'aurais pu m'effondrer ou me lamenter sur mon sort. Alors que là j'ai pas le temps. J'avais pas le temps.
J'avais pas trop le temps de m'apitoyer sur la situation et même s'il y avait beaucoup d'émotions et à gérer, à accueillir, malgré tout, le fait qu'ils aient été 5, je pense que ça a été notre chance à tous les 6 parce qu'on a reconstruit une famille un peu bancale mais qui finalement a pas si mal évolué que ça, enfin même plutôt très bien évolué et avec un soutien, une présence, beaucoup d'amour et voilà, je suis très fière aujourd'hui de constater qu'ils vont tous super bien et je pense que c'était heureux qu'ils soient finalement plus nombreux alors que si j'en avais eu 1 ou 2, je suis pas certaine qu'on aurait eu cette énergie-là en tout cas. Il a quel âge ton dernier enfant quand ton mari décède ? 5 ans. Ils ont entre 5 et 14 ans. Oui, donc t'es encore un petit quand même. Enfin, des petits. Ouais, j'ai les 2 derniers qui ont 5 et 7 ans. Donc tu as une charge qui pèse encore plus lourd sur tes épaules quand tu deviens mère seule. Bah oui, alors il y a effectivement il y a une année. Là aussi, j'ai arrêté une année entière. Ça a été un choix de faire une pause d'1 an dans mon activité professionnelle pour vraiment prendre soin et de la fratrie et de chacun d'eux et de moi. Oui, ça a été effectivement un moment lourd, compliqué, mais encore une fois, ils ont été top, quoi. Alors, si on parle de ta carrière en parallèle, parce qu'on a dit que tu as été prof d'histoire géo, mais que tu as mis un terme, que tu as voulu faire un CV et te réinsérer dans le monde professionnel après ton 5e enfant, à quel moment te vient l'idée d'être chef d'entreprise ou en tout cas de commencer à faire de l'accompagnement, parce que tu es coach à la base, et après tu vas nous expliquer. Alors en fait c'est justement la même année en fait où Pierre décède que j'avais choisi de créer mon entreprise cette année-là et il s'en va. Donc je décide finalement de prendre une année sans travailler, en me disant que la priorité, encore une fois, c'était l'équilibre de la famille et qu'ensuite, quand à la rentrée scolaire suivante, tout le monde irait bien et aurait repris, se serait remis, même si je pense pas qu'une année suffisait, mais en tout cas, moi, j'estimais qu'il fallait du temps pour me consacrer à eux à ce moment-là. Et donc, naturellement, la rentrée scolaire d'après, je retourne travailler et effectivement commencer à développer des activités d'accompagnement au bilan de compétences. Et là, le choix très vite a été de me dire, bon, comme je suis toute seule, il va falloir quand même que j'assure un minimum de présence. Donc, je vais essayer de m'organiser pour travailler de 9h à 16h. Et je prenais les vacances scolaires. Et je savais qu'il n'y aurait aucun patron qui m'aurait dit OK pour avoir un tel rythme. Donc le fait d'entreprendre était presque une nécessité en fait, d'équilibre et de choix de vie, si je voulais pouvoir assurer une présence auprès d'eux, être là pour faire les devoirs et assurer une présence aussi affective au quotidien. C'est vrai que c'est beaucoup plus commun dans l'entrepreneuriat féminin de démarrer une aventure où on devient chef d'entreprise pour agencer notre vie perso ou en tout cas avoir du sens et créer quelque chose qui a un impact, que ça peut l'être dans l'entrepreneuriat masculin. Ce qui veut dire qu'entre le moment où tu as ton 5e enfant, où tu prends ton année, tu refais ton CV, tu te formes au coaching. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais avant de sauter le pas pour être entrepreneur ? Alors en fait, j'avais commencé, j'ai pas tout de suite fait la formation de coach, je l'ai fait plus tard. En fait, je ne l'ai faite que quand j'ai pu laisser les enfants 2 soirs par semaine se débrouiller tout seuls en fin de journée pour pouvoir faire la formation de coach, parce que donc c'est arrivé peut-être 7-8 ans après. Par contre, j'étais déjà indépendante et je faisais des bilans de compétences, de l'accompagnement au bilan de compétences pour des cabinets de recrutement ou pour d'autres structures. Et donc, j'ai commencé à démarrer ma propre activité sur cette activité bilan de compétences d'abord. Et je suis devenue coach qu'après. Quand on parle de l'entrepreneuriat masculin, féminin, peu importe, on voit aussi des gens qui travaillent non-stop les premières années pour que l'entreprise soit viable, qui c'est leur enfant en final, investissent énormément de temps.
avant potentiellement d'avoir un retour sur investissement où on peut lever le pied. Toi, t'as pas eu cette capacité, cette possibilité. Qu'est-ce que tu as trouvé qui était difficile quand tu t'es lancée? Est-ce que ça a roulé ou il a fallu que tu fasses des concessions? Alors, encore une fois, je pense que j'ai eu la chance que ce soit, entre guillemets, un choix. J'avais pas la vocation de travailler et d'être envahie par l'entrepreneuriat et les décisions et les choix qui allaient s'imposer à moi. Je voulais pas non plus me laisser dicter la durée de mes vacances. J'avais tous mes copains entrepreneurs qui prenaient que 15 jours de vacances. Et quand ils me voyaient partir de moi, ils me disaient « Mais comment tu vas faire ?» Et tout le monde me regardait en me disant « Sa boîte, elle va pas tourner en fait. C'est pas possible de s'arrêter à 4 heures et de prendre autant de vacances. » Et en fait, alors je crois que c'est la chance des femmes. On n'a peut-être pas les mêmes ambitions ou pas la même pression sociale, je sais pas, ou peut-être un peu des deux. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment fait le choix de me dire, je vais essayer d'en vivre et de nourrir mes 5 enfants. C'était ça ma principale ambition en fait. Et en faisant un job que j'aimais. En étant indépendante et en le faisant à mon rythme. C'était vraiment ça les cartes sur lesquelles je voulais miser. Et il se trouve que j'ai eu... Alors, la chance peut-être, c'est d'avoir pu signer assez rapidement un partenariat à l'époque avec la NPE. Ça ne nous rajeunit pas vraiment. Voilà. France Travail maintenant. Exactement. Donc, un partenariat qui me confiait les bilans de compétences et qui m'assurait en fait une activité pendant 3 ans de sous-traitance pour eux. Donc, en fait, j'avais une certaine tranquillité. Je savais que l'activité allait pouvoir fonctionner, que j'aurais de quoi payer les charges du bureau et normalement pouvoir gagner ma vie suffisamment correctement pour assumer les charges qui étaient les miennes. Tu as une motivation qui est hyper forte finalement. C'est qu'il faut que tu nourrisses tes enfants. Clairement. Et ça, je savais. Alors, c'était un pari. Je m'étais dit, je vais essayer de le faire en exerçant le métier que j'aime le plus. Et j'avais toujours dans un coin de ma tête l'idée que, bon, si ça marchait pas, je serais femme de ménage. Ça me faisait pas peur. Je me disais, je me débrouillerais bien de toute façon pour les nourrir. Donc, je ferais toutes les activités possibles. Et là, je savais que je trouverais du boulot aux caissières, ce qui était réservé aux femmes qui voulaient travailler qu'à temps partiel. Et tu t'es jamais reprojetée à repartir à être prof d'histoire géo? Ça collait pas avec Alors, je crois rythme de vie? Je crois que vraiment j'en avais fait le tour pour le coup. Surtout, l'animation de la classe, le fait d'être prof, ça m'amusait beaucoup. Et puis accompagner des élèves à grandir, à apprendre, à être un référent pour eux à des périodes d'adolescence qui sont pas toujours faciles. J'aimais plutôt bien cette relation et ces échanges-là. Par contre, corriger des copies, c'est juste pénible, quoi. Voilà. T'as quel âge quand tu te lances dans l'aventure de l'entrepreneuriat? J'ai presque tout juste 40 ans. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on valorise vachement. Aujourd'hui, il faut avoir 25 ans. Si t'as pas 25 ans, t'as tout raté. Il faut le faire le plus jeune possible. Non, en fait, il y a des chemins de vie qui font que c'est OK de commencer une deuxième carrière à plus de 40 ans et d'avoir du succès derrière et que ce soit viable. Tu penses que d'avoir commencé à 40 ans, ça t'a aidé? Parce que tu as plus d'expérience, parce que tu sais ce que tu veux dans la vie, parce que tu as des priorités autres? Alors oui, je pense que j'avais une maturité en tout cas qui me permettait de me dire qu'il pouvait à peu près tout arriver. Quand on commence à entreprendre, en général, on a une compétence technique sur un domaine. Donc moi, je savais que l'accompagnement bilan de compétences, quand je fermais la porte de mon bureau, je savais ce qui allait se passer, je savais que je saurais faire. Par contre, tout ce qui pouvait toucher à la finance, à la com, aux ressources humaines, au juridique et à tout le reste, j'avais tout à apprendre, tout à découvrir. Donc ça faisait beaucoup plus peur, quoi. J'avais cette maturité de savoir qu'en tout cas techniquement sur mon métier, sur l'accompagnement, n'importe qui pouvait franchir la porte du bureau. Je savais que je saurais l'accompagner. Donc c'était très rassurant finalement. Et je pense que ça a été un bon support pour développer l'activité, l'entreprise. Puis après, je pense qu'il y a aussi une question de personnalité, de nature. Moi, je crois que l'énergie que j'avais un peu en trop, elle m'a bien servi dans le développement le développement de l'entreprise et de l'activité. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Ça, c'est sûr et certain. Il faut quand même en avoir conscience. Tu t'entoures vite ou tu restes longtemps seule à mener ta barque avec tes horaires?
pour adapter aux enfants avec tes vacances scolaires? Alors, j'ai toujours essayé de partager. Enfin, moi, j'aime bien l'idée de partager je travaille volontiers, facilement, en partenariat avec les autres. La relation de subordination, c'est un exercice qui est pour moi un peu plus compliqué. Donc, d'autres partenaires, d'autres indépendantes avec qui j'ai partagé ces aventures-là de bilan de compétences et d'entreprise. Oui, ça a été assez naturel, assez rapide. Après, c'était pas toujours évident durablement, j'ai trouvé. C'était assez compliqué en fait de préserver, de développer ces partenariats sur de très longues années. Tout à l'heure, tu disais que ton entourage a trouvé ça un peu fou que tu te lances dans l'aventure de l'entrepreneuriat, mais même une fois que ton mari était décédé et que tu n'avais plus vraiment le choix et que finalement, au vu de ta configuration familiale, c'était ce qui était le plus adapté, ils n'ont toujours pas compris ce choix, parce qu'à l'époque, une femme, ça peut pas être mère et chef d'entreprise. Ouais, c'était clairement, je pense que ça leur faisait peur en fait. Et ce qu'on me renvoyait, c'était qu'effectivement, heureusement que moi j'avais cette part d'inconscience pour pouvoir oser continuer à être qui j'étais et du coup à continuer de le voir comme ça et de le vivre comme ça. Mais je pense que ça aurait effectivement rassuré autour de moi, mes parents, mes amis, de me dire essaye de trouver un job salarié. Mais c'était injouable, quoi. C'était pas compatible avec et le rythme et le temps que je voulais pouvoir consacrer aux enfants, quoi. Dans les années 90, il y a aussi un plein emploi. Enfin, c'est facile de trouver un job en CDI à côté. C'est pas un peu différent d'aujourd'hui où c'est un peu plus tendu le marché du travail. Tu avais quand même cette notion que allez, si ça se casse la gueule, je trouve quelque chose à côté. Oui, je savais que je ferais entre guillemets n'importe quel job pour pouvoir gagner ma vie. Je savais que je trouverais a priori. J'aurais pas eu beaucoup d'exigences pour pouvoir assumer l'éducation de mes enfants et puis leur vie quotidienne, quoi. Après, je croise les doigts, j'ai eu la chance, ça a bien fonctionné. Ils ont quel regard, tes enfants, à ce moment-là, sur ce que tu fais, comment tu te démènes, le fait que tu sois seule à la tête de cette famille, qui a plus leur papa? Alors je pense qu'encore aujourd'hui ils ont eu beaucoup à la fois d'admiration et puis en même temps je pense aussi j'étais quelquefois surprise quand au moment des vacances scolaires quand ils ont un petit peu grandi, je prenais que la moitié des vacances scolaires et là ils se rendaient compte tout d'un coup que je travaillais parce qu'en fait je les déposais à 8h30 à l'école. Je les récupérais à 4h30. Moi, j'arrivais à travailler entre 9h et 16h, presque non-stop. Et puis, il m'arrivait de retourner au bureau quelquefois après 21h le soir, une fois qu'ils dormaient. Et du coup, quelquefois, ils avaient c'était surprenant pour eux de savoir que j'avais un rythme de travail. Pendant les vacances, ils découvraient que leur mère travaillait parce que j'étais finalement presque tout le temps là. En fait, ils pensaient que tu étais mère au foyer. Bah, quasi. Bon, ouais. Ils avaient compris, oui, mais je vois bien que dans leur représentation de ce qu'est ta vie, ils ne pouvaient pas se rendre compte que... Ils ne mesuraient pas, je pense, à l'époque. Alors, ils ont beaucoup plus conscience aujourd'hui qu'ils sont grands qu'à l'époque, en fait, parce qu'eux, ils me voyaient finalement... Après, oui, ils ont pris conscience plutôt dans les années collège, quand il fallait aller les chercher à la sortie du collège un peu... À des moments pas organisés, pas prévus. Quand c'est mon assistante qui allait les chercher, là, ils ont commencé à comprendre que, voilà, bon, il fallait que je m'organise et que je pouvais pas être disponible. Tout le temps dispo, exactement. Est-ce que tu t'es retrouvée des fois avoir un bébé sous le bras, un enfant, pas bébé, mais ce qui était un peu plus grand, malade au bureau, à gérer un autre et avoir toute cette casquette multitâche qu'ont souvent les femmes dans les premières années de vie des enfants? Oui, clairement. Alors après, encore une fois, je crois que j'ai fait un choix. Je ne sais pas s'il est toujours possible aujourd'hui aussi facilement, mais moi, je me suis beaucoup appuyée, donc comme je te le disais, sur la présence de jeunes filles au père pendant la toute petite enfance des enfants. Et puis après, quand ils ont été plus grands, il y avait vraiment quelqu'un qui m'épaulait, qui avait ma carte bleue, qui s'occupait d'eux pour les faire déjeuner, qui pouvait faire des courses, qui pouvait faire des conduites, elle était présente presque 4 jours par semaine, quoi. Moi, j'étais là le mercredi et elle assurait une présence pendant que je travaillais tous les autres jours, quoi. Donc, ils avaient
il y avait tout le temps quelqu'un qui pouvait... ça me paraissait important parce que toute seule, ça aurait été compliqué d'assumer tout ce qu'il était nécessaire de gérer avec les 5. Donc... Parce que du coup, c'était plus une jeune fille au père, c'est juste quelqu'un que tu avais en extra. Exactement. qui venait. Des ados et des jeunes enfants avec toi qui t'a épaulé. Exactement. Parce qu'on a un peu glorifié cette image de la superwoman qui peut tout faire, qui doit tout faire au final, avoir ses enfants, avoir une carrière, et qui surtout ne doit pas demander d'aide parce que c'est un peu honteux et c'est mal vu parce qu'on devrait savoir faire. Toi, tu as tout de suite compris qu'il fallait que tu aies de l'aide, tu avais besoin. Oui, et puis... J'ai l'impression que c'est pas commun, quand même, tu vois. Écoute, peut-être parce que t'en avais 5, t'avais plus trop le choix. Je te dis, de toute façon, il a arrivé un moment où ça devenait vraiment... J'avais fait... à un moment donné, je travaillais, j'avais essayé de trouver plusieurs jeunes filles successives pour essayer de leur confier les enfants. Et clairement, le retour que j'ai eu quand 1, 2, 3 m'ont dit non, mais 5, ça va pas pouvoir être possible. J'ai pris conscience qu'il fallait que je m'organise autrement, que je sois soit plus présente moi-même, et puis que je trouve quelqu'un sur qui m'appuyer. En l'occurrence, c'était quelqu'un de plutôt plus âgé pour le coup, qui était elle-même veuve et qui a été vraiment une ressource et une présence affective hyper importante, surtout pour moi et pour les enfants aussi. Quand est-ce que tu décides de créer ensuite une entreprise avec tes enfants ? Alors ça, écoute, comment te dire, c'était pas tout à fait prévu. Moi, je naviguais avec mon cabinet depuis 20 ans, assez heureuse et très indépendante, avec plutôt une activité qui me réussissait bien, jusqu'au jour où mon fils Yves est venu me voir après un bilan de compétences lui-même et m'a dit, écoute, j'aimerais bien entreprendre. Alors bon, jusque-là, pas de surprise pour moi. Par contre, quand il m'a dit que c'était pour faire du bilan de compétences en digital, je suis tombée de ma chaise, quoi. Et puis la phrase d'après, ça a été de me dire, bon, en plus de ça, je pourrais pas le faire si tu t'embarques pas avec moi, parce que clairement, l'expertise sur le sujet, je l'ai pas. Donc, est-ce que tu serais d'accord de m'accompagner dans cette aventure entrepreneuriale ? Alors ça a été, je crois que j'ai pas mis longtemps à lui répondre que oui, ça m'amuserait beaucoup, même si ça m'a beaucoup surprise. Et puis je dois avouer que partager avec ses enfants une activité qui a toujours été mon activité de cœur, c'est vraiment du bonheur. Je suis tellement fière de la vitesse à laquelle ils ont appris, ils ont intégré, ils maîtrisent même aussi bien, voire mieux que moi, sur certains sujets. L'activité aujourd'hui d'accompagnement bilan, quoi. Et puis tous les sujets du digital, bien sûr, t'imagines, ils le maîtrisent beaucoup mieux que moi. Parce que là, t'as mentionné Yves, donc je connais. Ouais. Mais il n'y a pas que lui qui a rejoint l'aventure. Donc sur tes 5 enfants, tu travailles avec 2 de tes enfants. Exactement. Sixtine, la deuxième. Tout à fait. Vous êtes un trio à la tête de Même Pas Cap. Ouais. Tu te serais vu. Est-ce que c'est pour toi quelque part une concrétisation de tout ce que tu leur as inculqué et de se dire c'est une belle reconnaissance envers ton parcours ? Alors moi je le vis pas comme une reconnaissance, si tu veux. Je trouve que, alors oui, on a toujours, je te disais que cet équilibre un peu bancal qu'on a reconstruit, il a sans doute mélangé certains rôles et certains équilibres aussi. Mais ça m'a paru, je le vis pas comme une reconnaissance, mais vraiment comme un partage. Enfin, tu vois, avec chacun qui a sa place dans son. Moi, je suis hyper heureuse d'apporter cette expertise que je peux avoir sur le bilan depuis toutes ces années. Yves, il avait vraiment ce parcours dans le e-commerce qui a permis aussi que Même Pas Cap soit le succès qu'il est aujourd'hui. Sixtine, elle est arrivée aussi au même moment avec l'envie de se reconvertir, de changer d'axe professionnel, et elle a facilement, naturellement trouvé sa place dans cette aventure de Même Pas Cap qu'on a partagée tous les 3. Je te dis, c'est le reste de la famille qui a été un petit peu inquiet de nous voir nous embarquer à 3 dans cette histoire au départ. Donc on est en 2018, 2017, 2018 ? On est courant 2018.
quand vous décidez de vous associer à 3. Toi, tu lâches tout, tu dis allez, go, on y va? Ah non, pas du tout. En fait, j'ai mené de front de 2018 à là maintenant où on se parle, quasiment, donc les 2 activités. Okay. Et là, je vais vraiment fermer mon cabinet à la fin de cette année-ci pour me consacrer qu'à Mempacap. Mais voilà, j'ai continué aussi ce que j'avais commencé. Et puis, je pense que pour Yves, c'était aussi important de ne pas sentir que j'allais tout lâcher pour rejoindre son projet, qui est son projet à lui, enfin, à l'origine. Hein. Comment on travaille avec ses enfants adultes? Alors, nous, on a beaucoup de chance parce qu'en fait, on travaille déjà pas physiquement au même endroit tous les 3. Et ça, je pense qu'avec le recul, je me rends compte que ça a été plutôt malin et c'est plutôt précieux parce qu'on se marche pas sur les pieds, puis on a chacun. Après, Yves, il a l'intelligence d'avoir confié à chacun de nous son espace et son domaine d'expertise. Donc moi, il m'a confié vraiment ce que j'aime le plus faire, de choisir des coachs, de les accompagner dans leurs activités en bilan. Sixtine, elle a vraiment tout le périmètre communication et Yves, il a le talent de manager et d'organiser. Donc voilà, chacun a clairement sa place. Donc ça facilite aussi beaucoup, je pense, les relations. Il y a aussi quelque chose de très très clair, c'est que c'est vraiment Yves le boss et que ça se discute pas, même si je peux être plus âgée, plus experte sur certains sujets. C'est Yves qui dirige, c'est lui le patron quand même. Donc, et ça, je pense que c'était aussi important, je pense, de vraiment clarifier, d'organiser, et ça nous aide. Et puis après, j'en parlais, il y a eu très spontanément, très naturellement quelque chose qui s'est mis en place, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on est dans des réunions de famille, qu'on se retrouve dans le cercle familial, on ne parle jamais de Mempacap. Ça reste entre nous un code. C'est pas l'espace familial qui doit accueillir des sujets professionnels, d'autant moins que tous ceux qui sont autour de nous ne sont pas concernés par cette aventure entrepreneuriale, donc ça pourrait être pas sympa à vivre pour eux. Il n'y en a aucun qui s'est dit moi aussi je vais être dans l'aventure. Alors, des 3 autres qui ne travaillent pas avec vous. Il y a eu au départ, Baudouin et Yves ont pas mal travaillé ensemble. Baudouin a eu l'envie aussi d'entreprendre également sur des sujets et sur des activités extrêmement proches de l'accompagnement en bilan de compétences. Finalement, aujourd'hui, il a fait un autre choix. Ce qui, je pense, il craignait le plus, c'était que ça se passe mal et qu'on s'engueule. Donc, aujourd'hui, écoute, je croise les doigts, ça se passe hyper bien, on est hyper heureux de travailler ensemble. Et puis, sincèrement, le fait de partager des valeurs communes, de bien se connaître depuis très longtemps, et puis peut-être qu'eux aient grandi avec moi dans une éducation semblable, ça nous fait gagner énormément d'énergie, énormément de temps, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un gros enjeu de travailler en famille, parce que les répercussions sont beaucoup plus fortes, positives ou négatives, mais s'il y a problématique, votre cocon familial, il est touché. Sachant que vous avez vécu quand même des choses difficiles en famille, que vous avez eu des épreuves, prendre le risque de potentiellement abîmer des relations, c'est un sacré pari. Ouais, mais en même temps, je pense que tu vois, ça nous a donné une force et justement, je pense moi, je l'explique comme ça. Je pense que ce qu'on a traversé déjà ensemble est tellement fort que aujourd'hui, je pense qu'on sait aussi se dire les choses quand on n'est pas d'accord, de façon toujours assez bienveillante. Mais le désaccord est toujours autorisé, permis, accueilli et exprimé. Et on a un mode de communication, de fonctionnement qui fait que, je croise les doigts pourvu que ça dure encore très très longtemps, mais là ça fait 5 ans et voilà, on a toujours réussi à trouver une réponse qui pouvait respecter en tout cas chacun de nous. Alors tes enfants, certains d'entre eux ont déjà des enfants.
Est-ce que eux aussi arrivent bien à allier vie pro, vie perso, comme tu leur as montré, ou est-ce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est plus complexe? Comment est-ce que quel regard tu as sur ça? Moi, je suis épatée déjà. Alors, je suis épatée parce que ma fille est née à 3 enfants. Déjà, je trouve que c'est une famille nombreuse, tu vois, que je comparerais à une famille de 5 aujourd'hui. Parce que je trouve que la société aujourd'hui, c'est pas facile. Enfin, je trouve que il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué pour les femmes. Il y a beaucoup plus de partage effectivement dans la cellule familiale, tu vois, dans l'équilibre des tâches et de la charge mentale et de tout ça. Pour autant, il y a, je trouve, des injonctions de la société qui sont aussi plus fortes. C'est-à-dire que moi, je partageais tout à l'heure avec une amie le fait que moi, à l'époque, si mes enfants ne faisaient pas tous une activité sportive ou 2 et une activité culturelle, etc., il n'y avait pas de jugement là-dessus. Aujourd'hui, si tes enfants ils ne font pas X activités, il y a une pression qui peut s'exercer. Et je trouve que c'est pas évident. Donc, moi, je suis très admirative de la façon dont ils gèrent tous à la fois leur vie professionnelle, leur équilibre de vie familiale, l'équilibre aussi qu'ils ont réussi à construire pour mieux partager à 2, à la fois les responsabilités et la présence auprès des enfants. Mais je trouve que c'est toujours un défi, c'est toujours des choix à assumer, à faire, et d'être surtout au clair avec là où sont nos priorités. Et tu le vois aussi en direct avec Yves, qui a des enfants petits. Et qui est le boss de votre entreprise, qui, mine de rien, vous avez quand même quelques salariés, quelques coachs à gérer. Il te demande des conseils? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Alors ça m'amuse plutôt. Après, c'est une distance que je vis très bien. Mais je m'attendais peut-être... Alors moi, j'ai jamais demandé trop de conseils à mes parents non plus, à ma mère. Je pense qu'il y avait ce décalage de génération peut-être qui fait que... Et que c'est la même chose aujourd'hui. Donc je pense que la manière dont on fonctionnait à la génération d'avant n'intéresse pas forcément, ne concerne pas forcément la génération d'après qui veut faire aussi son chemin et à juste titre. Donc j'essaye de pas porter de regard trop, en tout cas pas trop de jugement, même si eux, je pense qu'ils l'ont perçu de temps en temps, en tout cas au début peut-être, quand les enfants étaient tout petits, où ils étaient peut-être moins assurés aussi eux-mêmes de ce qu'ils avaient. Tu es quand même la grand-mère. Voilà, exactement. Mais ouais, non, je pense qu'il y a vraiment il y a eu des évolutions et voilà, c'est OK. Mais je te demandais surtout les conseils, comment allier vie pro, vie perso, comment toi t'as réussi. Est-ce que parfois ils te posent la question, mais maman, tu faisais comment avec nous 5 et tu vois, est-ce que parfois Yves, avec qui tu travailles évidemment, ou Sixtine, ont ces questionnements-là vis-à-vis de ton parcours? Alors, en fait, je pense qu'ils portent un regard, ils savent très bien. Alors, par exemple, si je me souviens, il y a un sujet qui m'a amusée, c'est qu'en fait, ils ont tous du mal, quand ils ont été salariés, à se dire qu'on n'avait que 5 semaines de congé. Parce qu'en fait, ils ont toujours vu leur maman aussi concilier. En étant indépendante, je pouvais me permettre de concilier et d'avoir des temps de vacances avec eux qui étaient plus importants. Donc ça a été, je crois que pour eux 5, c'est un vrai sujet de pouvoir réussir à s'accorder plus de temps pour être disponible pour les vacances avec leurs propres enfants. Donc ça, ils s'inspirent, j'ai l'impression, de ce qu'ils ont effectivement connu. Exactement, parce qu'ils ont l'air d'en avoir profité et ça a l'air de leur tenir à cœur à eux aussi. Avec le recul de plusieurs décennies sur tout ton parcours, de quoi t'es le plus fier ? Eh ben, je te dis de mes enfants. Enfin, vraiment en tout cas de cette cellule familiale qui s'est retrouvée un peu bousculée par la vie. Je suis vraiment très très fière du chemin, de la joie, de l'envie, de l'énergie qu'ils ont. Tu vois, on aurait pu imaginer que ce soit vraiment très très compliqué et finalement, alors il y a des fragilités certainement, mais il y a aussi une maturité, une force qui leur a permis d'affronter cette situation très difficile et de
et puis une fraternité qui, moi, en tout cas, force mon admiration. Quand je les vois tous les 5 ensemble, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Si tu avais un conseil, ou deux, ou plusieurs, à donner à une maman qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui a beaucoup d'injonctions, comme tu dis, beaucoup de barrières, de croyances, tu lui dirais quoi ? Alors, je dirais déjà que si elle est faite pour ça, entre guillemets, elle n'y échappera pas. C'est-à-dire qu'elle a tout intérêt à mettre son énergie au service de la réussite d'un projet entrepreneurial. D'abord parce que ça va l'équilibrer, ça va lui faire du bien, plutôt que de se battre contre tellement d'autres choses et contre elle-même. Donc si elle le sent, surtout qu'elle y aille. Après, je pense que le conseil que je donnerais, c'est que je crois que si on connaît bien, si on maîtrise bien techniquement son métier, c'est plus simple. Ça, c'est rassurant, ça permet d'avancer avec plus de confiance. Donc de bien, peut-être de prendre le temps de se sentir en maîtrise de son activité professionnelle et pourquoi pas de se lancer dans le secteur qu'elle maîtrise le mieux. J'aime bien ce que tu dis, que ça nous rattrapera quoi qu'il arrive. Et autant mettre notre énergie clairement dans quelque chose qui va nous nourrir. Mais oui. Parce que quand on a envie d'entreprendre et qu'on reste salarié, parfois on s'éteint, on perd la flamme et en fait on va vers le burn-out ou le bore-out. Complètement. Et on n'apporte pas ce qu'on pourrait apporter au monde. Complètement. Et si c'est vraiment notre mission de vie, notre ikigai, je pense que c'est précieux de se réaliser parce que sinon, effectivement, c'est une énergie qui se retourne contre nous et c'est tellement dommage. Et puis si vous ne savez pas, faites un bilan de compétences. Exactement. Voilà. Donc ça paraît effectivement... Non, mais c'est vrai que parfois, surtout malheureusement chez les femmes, il y a ce manque de confiance en nous, de cette pensée qu'on est capable. Il y a aussi une réalité qui a beaucoup de bâtons dans les roues. C'est pas facile. Faire croire que en fait, tout sera facile, mais parfois on n'ose pas alors qu'on l'a en nous. Et on parle de Même Pas Cap, qui est vraiment une entreprise que j'adore, mais c'est vrai que c'est votre cœur de métier de faire réaliser aux gens de quoi ils sont capables et quelle est leur mission de vie, comme tu dis. Et parfois, passer par le bilan de compétences, ça fait révéler que non, finalement, salarié, c'était ce qu'il me fallait. Exactement. Ou non, allez, je me lance. Au contraire. Et j'ai la confirmation que c'est ça qui va m'animer. Oui, ça ce sont vraiment des souvenirs toujours très émouvants d'avoir, à plusieurs occasions, dans les accompagnements au bilan, pu dire à des femmes et puis quelquefois des hommes qu'ils avaient vraiment le tempérament pour entreprendre et qu'ils en faisaient ce qu'ils voulaient, mais qu'un jour ou l'autre, ça serait intéressant de se questionner sur le fait de se réaliser comme ça, parce que souvent, sinon, ça joue des tours dans des univers d'entreprise ou autres, mais dans d'autres organisations, parce qu'il y a vraiment des particularités, une énergie spécifique et qu'il n'est pas facile de gérer autrement, quoi. Et il faut le rappeler, c'est ok de ne pas le faire quand on a des enfants en tout petit, complètement, en bas âge, parce que l'énergie que ça demande, ça peut aussi être un frein à bien se développer. Donc, on peut attendre 40 ans. Exactement. 45, tout à fait. Et se lancer un peu plus tard avec l'idée en tête que ça sera réalisé plus tard. Absolument. Il ne faut pas sous-estimer les demandes et la fatigue que ça génère à des tout petits. Oui, puis je crois qu'effectivement, il y a le bon moment aussi pour bien le vivre. En fait, l'idée, c'est vraiment que ce soit... l'idée, c'est pas de se faire violence, c'est de se réaliser tout en trouvant le bon moment pour s'épanouir, s'accomplir. Et en général, ça profite au projet qu'on a dessiné, quoi. Merci beaucoup, Aliette. De rien, merci Clémentine. C'était très agréable d'avoir ton témoignage. Et j'espère que... ça peut redonner confiance aussi et se dire que malgré les adversités de la vie, on peut parfois trouver des solutions et on avance, quoi qu'il arrive. Oui, puis la vie est belle quand même. Vous ne voyez pas, mais on est en rose, on est éclatante de couleurs. On a un truc de la vie là. Carrément. Merci Aliette. Merci à toi.